is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Apprendre au Québec. Je ne sais pas si enseigner est le plus beau métier du monde, et à vrai dire, je suis même assez certain qu'au sortir de quelques-unes des heures de cours passées en ma compagnie, ainsi que de celles de la trentaine d'autres élèves qui composaient généralement ma classe, mes profs d'alors étaient pas loin de se dire que c'était peut-être le pire. Mais s'il y a un truc dont je suis absolument certain, c'est qu'enseigner est le plus important des métiers. Il est à la base de tout, il engage notre avenir commun et accessoirement celui de mes 3 crapules à moi que j'ai. Alors évidemment, en arrivant au Québec, je me suis intéressé de près au système éducatif québécois. Alors d'abord, il m'a déstabilisé. C'est qu'il faut déjà se familiariser avec le verbatim local, apprendre les mots qu'on ne connaît pas, comme cégep par exemple, et se méfier de ceux qu'on croit connaître, comme collège ou baccalauréat. Puis, il m'a amusé. Par exemple, ma petite dernière commence sa journée à 8h13. Pas à 8h10, pas à 8h15, à 8h13. Voilà. Ensuite, il m'a carrément enthousiasmé. La bienveillance et l'accompagnement dont cette même petite dernière bénéficie est ici vraiment, mais alors vraiment incroyable. Et enfin, il m'a un peu inquiété. J'entends ici ou là que plus on avancerait en âge et plus la qualité de l'enseignement se dégraderait. Je vois aussi du mécontentement dans le corps enseignant avec des grèves. Ah tiens, ça me rappelle valement quelque chose, même si ici, je vous l'accorde, la pratique de la grève est aussi très différente. Un autre point qui m'a interpellé est que, malgré le peu de temps passé sur ces terres, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup entendu de discussions et de réflexions sur l'école, son rôle, sa mission et son organisation. Alors, c'est peut-être tout simplement lié au fait que de la ville où je me suis installé travaille actuellement sur un projet d'école alternative, mais je crois que cela va quand même un petit peu plus loin que ça. Celui qui est mon invité aujourd'hui est incontestablement l'une des voix qui compte et qui alimente la réflexion au Québec. Et quand je dis alimente, ça va même beaucoup plus loin que ça. On enregistre actuellement dans les locaux de là où il exerce et je vous assure qu'il met en pratique au sein de l'un des plus prestigieux établissements d'enseignement privé du Québec, le Collège Sainte-Anne. Et ce monsieur, c'est Hugo Kavenaghi. Bonjour Hugo. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien, très bien. Hugo, très impressionnant le cadre dans lequel on enregistre cette émission. Très impressionnant. J'essaye de vous faire une petite photographie pour vous qui vous nous écoutez. Vous arrivez sur un bâtiment, alors je ne sais pas de quand il date, mais 1861. Ce qui déjà est très rare
au Québec, les bâtiments rares, c'est rare. Donc c'est beau, c'est prestigieux. Donc on se dit, voilà, ça date quand même un petit peu. Vous passez la porte, sachant que la porte est aussi d'époque, voilà. Tout à fait. Mais dès que vous avez passé la porte, bienvenue dans la Startup Nation. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais à côté de nous, on a une superbe vache bleue qui doit faire 2 mètres de haut. Grandeur nature. Exactement. C'est oui, parce qu'elle est légèrement montée. C'est très impressionnant et on est vraiment dans un esprit très iconoclaste et très novateur, très novateur, je crois. D'ailleurs, pour juste présenter le personnage un petit peu et bonne chance. Bonne chance. Oui, mais il y a quelqu'un qui il est pas classique, le personnage. Effectivement, il est carrément pas classique et Anne-Sophie Poiré, qui est journaliste au Devoir et a écrit un portrait sur mon invité du jour. Et je vais juste, je me souviens pas de ça. Elle a commis ça et je vais juste vous lire les 4 lignes et je vous mettrai les références si vous voulez lire tout l'article qui est très intéressant, mais juste les 4 lignes qui commencent. Dans les corridors du collège Sainte-Anne, à la Chine, le président directeur général Hugo Kavenaghi se déplace sur sa planche à roulettes. Une table de ping-pong installée dans une pièce, sans porte ni mur, lui sert de bureau. Il est l'instigateur de l'école du futur, celle qui décloisonne les espaces et le modèle pédagogique. Ouais. Oh ouais. En vélo aussi des fois. Mais j'ai arrêté de faire du vélo parce qu'à un moment donné, j'ai failli frapper un élève dans le couloir. Il est sorti de nulle part et puis j'imaginais le gamin qui rentre chez lui avec une poque en bon français sur la tête. Son père lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis fait frapper en vélo dans l'école par mon directeur. Ça n'a pas été génial. Donc j'ai dit on va passer à la planche à roulettes, ça va être plus facile. Ouais, faut dire qu'en même temps l'établissement est particulièrement grand. Ouais, très donc oui, c'est une planche à roulettes, c'est aussi un côté pratique. Mais bon, avant que ça surprend. Bizarrement, je me souviens de mes directeurs que j'ai eu dans les différents établissements que j'ai fréquentés, même si d'aucuns diront que je les ai pas suffisamment fréquentés. J'en vois pas un seul avec l'idée de se déplacer avec une planche à roulettes, même un vélo ou des choses comme ça. Et j'en vois même quelques-uns dont je suis persuadé que l'idée d'avoir une valse bleue dans les locaux. À un moment donné, pour quelle raison je parlais aux élèves dans la salle de spectacle, puis un élève m'a dit vous êtes pas venu avec votre planche à roulettes, puis j'ai dit sais-tu pourquoi je me promène en planche à roulettes? Puis il y en a un qui se lève et me dit pour nous faire rire. Je dis complètement. Pour nous rapprocher de vous, puis vous montrer à quel point, à un moment donné, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux parce qu'on est directeur de l'institution au Québec, là. Et les gens avaient compris. C'était pour les. Et quand je me balade là, et je passe dans le couloir, puis j'entends leur rire derrière. Beaucoup moins maintenant parce qu'ils sont habitués. Là. Oui. Mais oui, ça va plus vite, mais c'était pas l'outil que j'aurais choisi éventuellement là. Mais les jeunes ont compris que c'était justement pour casser cette image de. C'est le directeur d'école. Là. Alors, dans les autres cassages d'images, lundi matin, je savonne un peu. Président, directeur général. Alors, c'est tout bête, moi, je vis à France, je viens d'arriver ici, mais j'ai du mal à mettre le mot président, directeur général avec le mot école. Ouais, puis je suis le seul, je pense, au Québec. Puis il y a même je l'ai changé il y a pas très très longtemps. C'est juste pour une question on a une structure administrative qui est particulière. En principe, dans un établissement privé, on appelle ça un directeur général, mais comme nous, on a 3 écoles, bientôt 4, donc j'ai des directeurs généraux dans chaque école. Donc si moi, je suis directeur général du Collège Sainte-Anne, puis le secondaire s'appelle Collège Sainte-Anne, je dis OK, on va simplifier ça, je m'appelle le président directeur général. Comme ça, c'est dit, OK, je suis le coordonnateur de toute la machine. De toute la machine. C'est juste une question de lexique. Et apprendre. Oui, mais c'est un lexique qui surprend quand même quand tout à fait. Mais pas juste vous. Pas juste les Français. Même ici. Parce qu'on fait rien comme les autres, c'est pas compliqué, là. On ne fait rien comme les autres. Bon, alors, pour commencer l'émission, j'ai préparé cette émission en 3 parties. Sachant que la plus brève sera la première, on passera peut-être un petit peu plus de temps sur la deuxième, mais on va surtout se concentrer sur la troisième. Mais la première, c'est de faire un petit topo sur le système scolaire québécois, parce que comme moi et comme ceux qui nous écoutent, s'ils ont la chance et l'opportunité de venir ici, ils vont arriver ici, ils vont rien capter, rien comprendre. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes appellations. Alors le pire étant que quand c'est les mêmes, ça veut pas dire la même chose. Exact. Heureusement qu'on parle la même langue. Qu'est-ce que ce serait sinon? Exact. Est-ce qu'on peut faire une petite photographie, une petite explication de
comment ça s'organise. En plus, le collège ici a tout à fait. Je vais vous l'expliquer. C'est très simple et c'est très propre au Québec. Attention, hein. On est au Canada, donc l'éducation est différente dans chaque province. Donc là, je vais vous parler du système québécois. 6 années au primaire, plus la maternelle, donc maternelle. Puis on est logique ici. Après, on va de la première à la 6e année et pas l'inverse comme en France. Donc, on rentre en maternelle, on fait primaire, première année, 2e année jusqu'à 6. Ensuite, on rentre ce qu'on appelle au secondaire. Donc, 5 ans de secondaire. On obtient notre diplôme d'études secondaires, notre DES. Je sais qu'on est très fort en France sur les acronymes. On aime bien. Et ensuite, on rentre au collégial. Ce qu'on appelle le cégep quand c'est public. Sinon, c'est le collégial. 2 ans. Pré-universitaire, donc là on rentre on n'est plus au lycée, on n'est plus à l'université, on est dans du pré-universitaire. Donc 2 ans pour une filière classique pour entrer à l'université, 3 ans c'est pour une technique. Quelqu'un qui veut être technicien en informatique par exemple, il va faire 3 ans et il sort avec un diplôme d'études collégiales pour entrer sur le marché du travail. Okay. Donc 1 année de plus qu'en France. C'est la raison pour laquelle on termine son diplôme d'études collégiales, donc son DEC à 19 ans, on rentre à l'université à 19 ans au Québec, ce qui est très propre au Québec. Donc c'est toujours compliqué des fois qu'on a des étudiants qui nous arrivent de l'étranger, là, même province canadienne. C'est un 6 plus 5 plus 2. Donc primaire, secondaire, collégial. Ok. Et le collégial, c'est du pré-universitaire, donc quelque part la présence est presque pas obligatoire non plus. Là, on est chez les adultes, là. On est en du pré-universitaire. D'accord. Ce qui permet de passer du lycée en France, très encadré, t'as la présence directement à l'université. C'est comme un choc. Et puis les élèves, les jeunes savent pas encore vraiment, tu as 17, 18 ans ce que tu veux faire. Puis il faut que tu choisisses ta carrière, entre guillemets, là, ta formation. Alors que là, on a, au collégial, donc pendant 2 ans, déjà, c'est du pré-universitaire. Il y a le choix. Soit tu t'en vas en sciences humaines, soit tu t'en vas en sciences, ou toi tu t'en vas en arts, lettres et communication. Mais facile de dire, oh, ça me plaît pas, je vais refaire une session. Donc rapidement, les jeunes, même s'ils commencent en sciences, parce que les parents disent, il faut aller en sciences, ils s'aperçoivent que bon, ils n'ont pas la bol des sciences ou l'intérêt pour les sciences, mais rapidement, après la première session, donc ça marche par session, comme université. Ok. 2 ans, 4 sessions. Automne, hiver, et on recommence. Donc, il y a des étudiants qui vont faire leur cégep en 5 sessions, en 6 sessions, en 7 sessions. Ils peuvent prendre plus de temps pour X raisons. Il y en a qui travaillent, qui étudient en même temps. C'est facile au Québec d'étudier et travailler en même temps. Il y a du boulot. Il y en a qui décident donc de prendre, au lieu de prendre 5 cours par session, ce qui est la norme, ben, ils en prennent 3. Ça va leur prendre plus de temps, mais ils vont travailler. On a des sportifs de haut niveau qui font les 2 également. Donc, il y a une flexibilité. Où il y en a qui disent, ben moi je préfère avoir des meilleures notes pour rentrer à l'université, dans les programmes contingentés. Donc ils vont prendre moins de cours pour booster leurs notes, mais ça va leur prendre un peu plus de temps. Donc il y a vraiment une flexibilité qu'il n'y a pas au secondaire. Donc c'est un système qui a ses qualités, c'est un système qui a aussi. C'est assez souple parce que effectivement, moi je me souviens quand je suis passé du baccalauréat français, donc du lycée à l'université. Ce qui globalement n'a pas été une grande réussite me concernant, et c'est vrai on passe ce que tu disais de quelque chose de très encadré à quelque chose où grosso modo c'est tu viens si t'as envie, tu fais ce que tu veux. On est sur des cours où la relation avec le professeur devient quasiment inexistante. Enfin, moi je me retrouvais dans un amphi, on était 600, on pouvait pas poser de questions parce que à 600 on fait pas d'interaction, c'est juste ingérable. Et mais c'est vrai que donc c'est le côté intéressant du collégial, la flexibilité. Ok, super intéressant. Alors voilà, comparativement à France où il y a le primaire, le collège, le lycée, l'université. Donc et je me suis donné moi un petit point de repère pour ma petite, c'est la 6e. Que la 6e ici correspond grosso modo à la 6e en France, si ce n'est qu'elle n'est pas dans le même établissement. Tout à fait. Voilà, mais c'est le seul sur lequel on parle de la même chose au même moment. Voilà, à peu près. Après, effectivement, tout change. Et après, il y a le privé, système public et système privé. Au public, on appelle ça une école secondaire. Au privé, on appelle ça un collège. Collège Sainte-Anne. C'est un collège. Quand on dit collège Sainte-Anne, c'est un établissement d'enseignement secondaire. Beaucoup d'enseignements privés au Québec? Sur la province, on est à 12%. À Montréal, on est à 35% d'élèves qui vont au privé, ouais. Ah oui. Principalement au secondaire. D'accord. Principalement au secondaire, oui. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'il y a
Je dirais la qualité de l'enseignement. Bah oui, Les parents veulent une école plus encadrante. C'est vrai qu'on a l'impression que les écoles privées ont plus de moyens parce que surtout ils gèrent mieux leur organisation. Une école privée s'administre comme une business, hein. C'est carrément ça. À part que la majorité des écoles privées sont en partie subventionnées, donc à peu près 50% de ce que donne l'État à une commission scolaire, ils vont donner à une école privée. La différence, on va le chercher dans les frais de scolarité qui sont très abordables. On parle d'à peu près $5,000 par année canadiens. Donc on gère notre école de manière complètement autonome. Donc on embauche, on débauche, on fait notre promo, on organise nos services. Bien évidemment, on suit le régime pédagogique, hein, ça, avec une certaine flexibilité, mais après, on fait un peu comme on veut en termes d'agilité. C'est la grosse différence, c'est notre agilité par rapport au système public qui est beaucoup plus normé, beaucoup plus. Je sais, en tout cas, je posais cette question parce que parmi toujours dans mes premiers contacts que j'ai eus avec le système scolaire, c'est beaucoup des on-dit avec les amis que je me suis créés, les voisins et tout. Tout le monde m'a dit très vite ici vraiment dans le public une très bonne qualité d'enseignement au niveau primaire, là où est actuellement ma petite dernière. Et par contre, tout le monde a été unanime. On m'a dit franchement, après, si tu as la possibilité, va dans le privé. Principalement d'ailleurs en m'expliquant, ce que je disais un petit peu dans l'intro, que la qualité que je retrouvais et la proximité que je retrouvais dans l'enseignement actuellement au primaire et dont je suis très content, dont on va parler là, elle commençait à se déliter un petit peu quand on montait en âge et que puisqu'on voulait continuer à garder cette fibre et cet élan qui peut être impulsé, c'était plutôt du côté du privé qu'on le retrouvait. C'est ce qu'on dit. Je sens que monsieur ne veut pas prendre parti pris, mais enfin quand même, il sourit. Justement, l'approche pédagogique. Moi, j'ai été très surpris, mais alors très agréablement surpris par l'approche pédagogique dont bénéficie ma petite dernière. Je mets toujours celle-ci en exemple. Donc Noémie, en l'occurrence, est en cinquième, l'équivalent du CM2. Voilà. Et en fait, elle est arrivée ici, pour ma part en tout cas avec quelques craintes, parce que elle avait étudié en France jusqu'ici, c'est-à-dire que l'histoire de France, c'est pas l'histoire du Québec. Donc quand elle arrive ici, qu'on lui parle de Champlain et Cartier, enfin le Cartier pour elle, c'est quelqu'un qui vend des sacs. Hein. Donc et c'est un pont. Champlain, c'est un autre pont. Et c'est un autre pont, tout neuf en plus, tout neuf. Donc je me suis dit qu'elle allait avoir des difficultés et l'encadrement dont elle a bénéficié, y compris d'ailleurs pour des problèmes tout bêtes, elle a une légère dyslexie. Tout de suite, elle a été prise en charge. Ça a été vu. Là, ça avait aussi été identifié en France, mais en gros, on lui avait dit bonne chance et emmenez-la voir quelqu'un. Ouais. Alors que là, dans l'établissement, ils ont des personnes qui sont spécialisées, qui la suivent. Ils nous ont d'eux-mêmes proposé de lui mettre un ordinateur à disposition pour l'aider sur certaines matières, pour qu'elle ne prenne pas de retard à cause de sa dyslexie dans les matières où ça ne se justifiait pas. Et surtout, elle est encouragée. Et moi, j'avais l'impression... Valorisée. Exactement, valorisée. T'es capable. Alors ça, c'est la phrase qui revient tout le temps dans les appréciations, c'est t'es capable. Et une amie, Annabelle Roberts, qui est canadienne et que j'ai interrogée pour le 4e épisode du podcast, m'avait dit avant de partir, tu verras Jean-Michel, la différence, c'est que en France, quand tu rentres en classe, quand tu rentres dans une matière, t'as pas commencé, donc t'as 0 sur 20, parce que tu n'as rien acquis. Ici, par principe, quand tu rentres dans une matière, dans une classe, tu débutes, tu as 20 sur 20. Et éventuellement, tu vas commencer à perdre des points si tu rates tes 3 examens. Mais du coup, c'est pas du tout le même phénomène de stress. Non, effectivement, l'approche au niveau de l'évaluation, puis je pense que c'est le meilleur exemple de comparaison entre la France et le Québec. C'est qu'en France, on va essayer de savoir ce que tu sais pas. Ici, on va essayer de savoir ce que tu sais. Puis moi, je me rappelle encore là, mon fameux baccalauréat en français, je pense. Je répondais, et puis à chaque fois, je répondais correctement, mais hop, on passait à autre chose. Il cherchait à savoir où était la faille. Donc l'approche est complètement différente. C'est la raison pour laquelle en France, quand tu as un 12, 13, 14, tu as une bonne note. Ici, une bonne note, c'est 90. Ouais. Donc c'est un bon exemple. L'approche, la vision, la philosophie
est différente. On la Tu retrouve. peux pas avoir 20 parce que c'est le prof qui a 20. Ben non, tu compares pas avec le prof là. Il y a des choses à atteindre par année, puis si tu les atteins, tu les atteins. Pourquoi Ouais. C'est ça. Ouais, C'est un bon exemple de départ, je pense. Et ça vaut pour tout. C'est propre au primaire ou ça vaut vraiment c'est pas pour tout l'enseignement? Non, l'enseignement, que ce soit ça va jusqu'à l'université. Quelqu'un qui travaille ici vraiment va réussir ses études, sauf la particularité particulière entre guillemets. Mais puis je pense que en tant que Français, quand tu arrives ici à l'université, comme j'ai fait moi, je suis retourné à l'université après, t'as l'impression que c'est beaucoup plus facile. Parce que on n'essaye pas, déjà les cours sont pas dans des amphis de 6000, puis on essaye vraiment de faire en sorte de savoir ce que t'as appris en fin de compte. Puis si tu l'as appris là, puis ouais. C'est beaucoup moins castrant, surtout au primaire. Là. Ouais, Moi, je le vois au Collège Sainte-Anne, on a beaucoup d'écoles partenaires à travers le monde, dont quelques-unes en France, dont j'ai l'occasion d'aller visiter. Et je me souviens encore une école primaire. Tu rentres dans l'école primaire, je pense que la prof est en maternelle ou en CP ou je sais pas quoi. Et la maternelle, la prof est habillée, là. J'ai l'impression qu'elle rentrait dans un bureau d'avocat avec des talons de 10 cm de haut, là. Je dis, comment tu peux être proche des enfants, t'asseoir avec des enfants, jouer avec des enfants, habillée comme elle est habillée, là. C'est bête, c'est un exemple. Bah oui. Et on le voit, là, tu te dis, mais c'est là que t'as passé que la posture n'est pas du tout la même. Ouais, la posture, surtout au primaire, où là, on est très empathique, on est très bienveillant, on est proche des enfants, on les encourage, tu vas réussir, on est là pour les accompagner. J'ose croire que ça change en France, ça évolue. Ça change, mais c'est compliqué et on va y venir parce que la dernière étape et je pense que la plus longue de ce balado, ça va être sur l'école du futur, hein, quelque chose que j'allais dire que tu théorises, non, que tu mets en pratique la preuve. Mais par exemple, je pense à Céline Calvez. Qui est professeur et qui a mené une étude un petit peu en douce, même si malgré tout elle avait des accords de sa hiérarchie, mais voilà, ça se savait pas trop, pour essayer d'apprendre différemment, voilà, de valoriser. Elle en a sorti un livre et derrière, quand c'est devenu un petit peu populaire et presque un sujet, on a senti que tout le monde sortait les freins. Et que c'est et l'expression qui me revient, et si des profs m'écoutent en France, désolé, mais l'expression qui me revient, c'est le mammouth, quoi. Ce qu'avait dit le ministre de l'époque, Claude Allègre, en parlant du mammouth pour l'éducation nationale, où on se dit c'est pas possible, c'est hyper centralisé. Et puis moi je pense que le système d'éducation à travers le monde pourrait s'améliorer grandement si on le décentralisait, qu'on donnait le pouvoir aux gens qui sont sur le terrain. Puis en France, je pense que c'est pas le 6e plus gros employeur dans le monde, le ministère de l'Éducation. En tout cas, il y a des statistiques comme ça qui sont. Ça ne m'étonnerait pas. Oui. Et on est dans une approche. Il faut changer nos lunettes. Moi, quand un prof me dit j'ai bien enseigné, je dis super. Est-ce qu'ils ont appris? Oui, on s'en fout que t'aies bien enseigné. On s'en fout que t'aies bien enseigné. Est-ce qu'ils ont appris? Il y a des profs qui sortent, là, ils ont l'impression d'avoir donné un super cours, puis les gamins, vous avez appris quelque chose? Non, ça donne rien. Donc, t'es là pour leur faire apprendre, t'es pas là pour enseigner. Oui, on s'entend là, mais. Oui, mais donc là, on est dans un whoop là. Et je te dirais, depuis 20 ans, un bon 20 ans, il y a énormément de recherches qui sont faites dans les sciences d'éducation qui nous apprend des choses qui sont prouvées. C'est des données probantes maintenant, ce sont des faits là, comme la pédagogie active qui est beaucoup plus efficace. En tout cas, il y a beaucoup. On comprend de plus en plus comment le cerveau fonctionne. Puis moi, je le dis, puis je le redis, puis je signe. Un prof qui ne change pas ses approches pédagogiques, c'est un problème d'éthique professionnelle. Tu le sais, ce que tu fais ne marche plus. Avant, mais là, on le sait maintenant. Donc, si tu continues à faire des approches frontales du matin au soir, 6 heures par jour. Ouais, c'est un truc que tu dis dans tes conférences. Alors, je mettrai évidemment tous les liens sur le commentaire et sur le site et tout pour que vous alliez voir les conférences. Et franchement, allez les voir. Ça dure 20-25 minutes, mais c'est absolument passionnant. Et c'est gratuit. Et c'est et c'est gratuit. Je parlerai des bouquins après aussi. Mais là, les conférences, c'est gratuit. Et l'un des exemples que tu donnes, c'est tu dis, est-ce que vous confieriez votre voiture à réparer à un mécano qui ne s'est pas formé depuis 10 ans? Non. Alors pourquoi vous leur confiez leurs enfants?
Et voilà. Je fais souvent l'exemple avec les dentistes, là. Est-ce que tu irais voir ton dentiste qui a pas eu de formation depuis 20 ans? Oui, c'est vrai que c'était le dentiste. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai parlé mécanique. Ouais, je sais plus pas. branché Mais je fais aussi des comparaisons avec des voitures pour, c'est autre chose. Mais effectivement, tu irais pas voir un dentiste qui s'est pas formé pendant 30 ans, puis tu confies ce qu'il y a de plus important dans ta vie, tes enfants. Ah oui, c'est ça. À des professionnels, on va mettre des guillemets pour certains, qui ne se forment pas. Maintenant, est-ce que c'est leur faute, pas leur faute, on prendra à discuter, là. Mais tu te dis, non. Les problèmes de l'école, tout le monde y est passé, tout le monde a son avis. Puis, ça a marché pour moi. Donc, pourquoi on changerait l'école, là? Et il y a ça aussi. Pour certains, l'école a très bien fonctionné. Donc, il dit, pourquoi elle évoluerait? Ouais, pourquoi changer l'école? Alors d'ailleurs, sur ce changement de l'école, l'autre exemple que tu donnes, et je vais te laisser le raconter, c'est sur une personne qui aurait été, j'allais dire, congelée pendant 100 ans et qui reviendrait sur Terre aujourd'hui. Mais tout à fait. Je dis souvent, là, quelqu'un qu'on aurait congelé il y a une centaine d'années, qu'on aurait décongelé, on lâche dans la société. Là, il voit les GPS, il voit les bagnoles électriques, il voit les téléphones. Il est la première école qu'il voit, il rentre dedans, il s'assoit, il me dit, là, je suis bien. Je suis comme il y a 100 ans. Il y a le même tableau. Bon, il a peut-être passé du vert au blanc. Ouais. Les pupitres sont souvent pas mal là. Le prof est devant. Puis on est pas mal dans les mêmes approches pédagogiques, ce qui est complètement fou, là. Ce qui est complètement fou. Le monde change, la société évolue énormément, puis l'école, elle est dans le dernier wagon quand le wagon est pas encore arrêté sur les rails, parce qu'on a oublié de l'accrocher. Ouais, ceci dit, l'école est dans le dernier wagon, mais il y a quand même des gens dont tu fais partie qui essayent de la faire avancer. Et t'as écrit t'as coécrit avec, j'ai oublié son prénom. Isabelle Sénécal, voilà. Directrice de l'innovation pédagogique. Ok. Trouver un poste comme ça en France. Oui. Et ce qui n'est pas, et pareil, au Québec, il y a 5 ans, quand j'ai créé ce poste-là, encore une fois, on nous a regardé et dit, Sainte-Anne, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Parce que, pour nos auditeurs, là, le Collège Sainte-Anne, ce n'est pas une école on va dire, régulière au Québec. On fait des choses différemment, donc c'est pas la référence. Mais on a créé un poste de direction d'innovation pédagogique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a dans les écoles privées, la majorité ont ce genre de poste-là. Donc, on voulait pousser la pédagogie. Et t'as fait ça il y a 5 ans, c'est ça? Ouais. C'est étonnant parce que effectivement, le genre je parle là dans le domaine privé au sens industriel, société de services et tout. Les postes de directeur de l'innovation, ils ont vraiment commencé à arriver il y a 5 ans. C'est-à-dire que t'étais complètement en phase avec la société à l'époque. Et tu vois, là, je ferme ce poste-là demain matin parce que cette personne-là, donc Isabelle, va récupérer la direction de notre 4e école, la nouvelle école. Et donc je dis qu'est-ce que je fais? Donc du coup, on va un peu plus loin, puis on va créer l'année prochaine un laboratoire d'innovation et de recherche pédagogique. Et là, j'ai trouvé un nouveau directeur pour ce lab-là où c'est pas un laboratoire physique, là. C'est une entité en tant que telle où là, on va récupérer nos différents conseillers pédagogiques, la nouvelle personne, pour les directeurs de services pédagogiques des 4 écoles pour justement réfléchir. On va s'associer des chercheurs universitaires, on va s'associer des gens dans le privé, dans les organisations, dans les entreprises pour tester des choses. On essaye beaucoup de tester l'IA, l'intelligence artificielle à l'école. Donc toi, on va un peu plus loin. De ce directeur-là, on va en faire un laboratoire avec plusieurs personnes pour réfléchir, pour tester, puis surtout pour appliquer, puis regarder un petit peu les impacts, si ça donne quelque chose. Si ça donne quelque chose, mesurer, test and learn, ça marche. Donc tu vois là, puis dans 5 ans, tu vas voir, là, il y a d'autres laboratoires dans d'autres écoles qui vont, j'espère, parce que c'est le but du jeu. L'objectif, c'est d'influencer, là, puis nous, on partage tout ce qu'on fait, là. On a fait beaucoup de publications en pédagogie qui sont tous disponibles sur le site web. On a une école en France qui nous suit beaucoup, qui fait énormément de changements, là. Je pense que c'est certainement une des écoles maintenant la plus avancée en France. Ils sont venus beaucoup nous visiter, et ils mettent en place des choses. C'est laquelle? L'école à Besançon, Notre-Dame Saint-Jean à Besançon, une grosse école. Ils sont beaucoup passés en mode agile, ils ont intégré la techno en classe, ils font beaucoup de formations et ils appliquent. Ils font un copier-coller, ils adaptent, puis ça fonctionne. Mais tant mieux. Oui, c'est comme quoi, on est capable si on veut, là. Maintenant, ils sont dans une structure privée, mais une structure privée en France, ça correspond pratiquement à un secteur public ici en termes de possibilités d'agilité. En France, t'as beau être une école privée.
Oui, La marge de manœuvre est pas très grande. non, ça c'est sûr, c'est sûr. Et dès qu'on prend quelques libertés, alors que ce soit pour faire des choses positives voire négatives, en général, on est vite rattrapé par la police. Faut pas trop sortir des clous, effectivement. C'est la raison pour laquelle en France on voit énormément de création d'écoles hors contrat. Là, ça pousse comme des champignons en France, là. Des plus petites écoles pour faire les choses différemment, parce que on voit bien que les parents s'aperçoivent que les choses comme ça et tout, qui sont même pas carrément oui, mais entre autres, mais c'est aussi des fois des micro écoles où ils vont faire les choses complètement différemment, qui coûtent une fortune parce qu'ils n'ont pas de subvention de l'État. Oui, forcément. Et là, parce que je pense qu'en France et aux États-Unis, des entreprises qui donnent des cours privés à l'extérieur, c'est les entreprises les plus florissantes là, parce que les parents s'aperçoivent que donc ils embauchent des tuteurs et des tuteurs à l'extérieur. C'est une business en or en France actuellement. Aux États-Unis aussi, parce que le système vaut ce qu'il vaut aux États-Unis, parce que ils ont l'impression que ce qui se fait à l'école ne correspond pas forcément à une formation dont on a besoin dans les années 2020. Ouais. Et justement dans toujours dans ce que tu développes et dans l'idée que tu essayes de faire passer et d'appliquer ici, sur les nouveaux enseignements, il y a les 5C. Les 5C. Non. Excellent d'ailleurs, excellent. Si vous avez l'opportunité de venir prendre un café au Collège Sainte-Anne, je vous le conseille, il est excellentissime. Et on n'en trouve pas partout du bon café au Québec. C'est pas vrai. On n'en trouve pas partout. Je suis désolé. Non, on n'en trouve pas partout. C'est pour aller, pas à Montréal, c'est pour ça. Ouais, ça a évolué énormément au Québec, hein. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, là, chercher une baguette, un camembert, même sur le plateau Mont-Royal, c'était un défi. Maintenant, là, on a quand même gagné le meilleur croissant au monde. Ah oui? Ah oui, l'année dernière, je pense qu'il y a 2 ans. Ah non, meilleure baguette, en tout cas. Le fromage, j'en parle même pas, là. Il est pratiquement meilleur que le fromage français, même si. On a 2-3 adresses à se donner après, nous. Donc, les 5 C, les 5 nouveaux piliers, qui, à ton sens, devraient être enseignés et que tu essayes de mettre en place ici. Avec les 5 C, ça fait partie de notre approche, notre vision, on va dire, pédagogique, où le fait que la technologie est rentrée dans nos vies, les connaissances sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Tu sais, quand on avait besoin d'acquérir des connaissances, on allait à l'école, on allait dans les bibliothèques, maintenant les connaissances sont à portée de main. Dans le cellulaire, pourquoi un élève ferait 1 heure de transport scolaire pour qu'on lui apprenne des choses qui sont disponibles dans son téléphone? Pourquoi apprendre des choses par cœur alors qu'en espace de 10 secondes, on va avoir la réponse? Personne se scandalise de pas connaître aucun numéro de téléphone ou presque. Moi, j'en connais peut-être 3-4. Puis il y a des choses et des connaissances comme ça, c'est que tu sais pas ça, ou il y en a qui sont importantes, c'est sûr. Il faut une base, on dit pas d'avoir aucune connaissance. Mais ce qui est important maintenant, on s'en aperçoit que c'est tout le savoir-être, toutes les compétences globales ou compétences du futur, on les appellera comme on veut. Puis c'est pas mal unanime actuellement au niveau de l'ECDE, toutes les recherches. Puis on dit bien, là, on cherche des gens avec des attitudes. Donc, des gens qui savent créer, qui sont beaucoup plus créatifs, qui collaborent, tout côté empathique, peut-être tous les savoir-être qu'on met de l'avant dans les organisations. Maintenant, on cherche pratiquement ça avant des compétences, parce que ça, les compétences, on est capable de leur donner. Puis les connaissances que tu vas acquérir aujourd'hui, dans 5 ans, elles sont comme dépassées. Donc, on cherche beaucoup d'attitudes, beaucoup de savoir-être. Puis c'est des choses qu'on ne développe pas, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ouais, c'est ça que dans une des conférences, tu interagis avec le public et tu leur fais déterminer. Tu cites les compétences et tu leur fais déterminer si, de leur point de vue, c'est plutôt quelque chose qu'aujourd'hui qui est de l'ordre de la machine, ou plutôt quelque chose qui est encore du domaine réservé de l'humain. Et à la fin, tu fais un tableau, tu dis voilà, vous avez décidé que tout ça c'était de l'ordre de la machine, tout ça c'était de l'ordre de l'humain, et la conclusion de ce petit tableau est que c'était que tout ce qui est d'ordre de la machine, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et puis tout ce qui est d'ordre d'humain qui va faire la différence par rapport à ce qui va nous arriver dans les prochaines années, là, au niveau de la technologie, on l'enseigne très peu. Donc voire pas du tout, sincèrement. Voire pas du tout. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est justement essayer de, tout en acquérant des connaissances, bien évidemment, comment on fait pour développer ces compétences-là. Et donc on fait un gros boulot par rapport à ça. Les 5C. Alors si je vais essayer de reconnecter mes neurones ce matin et mes synapses. Collaboration, très importante. Et on le voit bien ici d'ailleurs parce que, pareil, tu le disais dans une conférence, mais j'ai entreaperçu une salle de cours en arrivant, et effectivement j'ai vu les tables dont tu parlais, les tables qui se baissent ou qui
voilà, selon que l'enfant. Classes, on appelle les classes flexibles parce que on peut aussi être tout seul à son bureau. Le magistral existe encore, bien évidemment. C'est varier les stratégies d'enseignement. Donc, quand tu as du mobilier flexible, ben, tu es capable en 2 minutes de réorganiser complètement dans ta classe. Bon, là, on fait des ateliers, on travaille à 2, à 3, à 4. Ok, on revient parce que j'ai une notion théorique à revenir. On fait un examen. Il faut encore être seul à son bureau. Donc, ce qui est important, c'est avoir des classes flexibles. Ouais. Pour justement s'adapter au type de pédagogie. Alors, collaboration 1. Le deuxième, communication. Communication, créativité. Voilà. On parle de la créativité qui est la compétence du futur. Comment on fait pour développer la créativité chez nos profs et chez nos élèves. Parce qu'on dit, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Ken Robinson qui avait fait une grosse étude. L'école tue la créativité. T'as un gamin, je pense, pose 3 questions avant l'âge de 5 ans, puis dès qu'il arrive à l'école, il n'en pose plus que 20. 300 questions, c'est ça. C'était 300 questions avant l'âge de 5 ans et puis là, c'est comme donc l'école tue la créativité. Mais puis la créativité qui est une compétence comme d'autres, il y en a qui en ont plus il y en a qui en ont moins. Mais on essaye de la pousser à son extrême pour chaque personne, parce que c'est effectivement, on cherche des gens, on parle que dans les entreprises d'innovation, mais il y a une posture, faut habituer, et puis la créativité, c'est une méthode aussi, c'est pas juste, ok, je suis oui, il y a des gens qui sont hyper créatifs, mais d'autres, il faut mettre en place des méthodes très structurées qui fait en sorte, qu'il y a des idées, qui vont émaner, qui vont être différentes de l'idéation. Voilà. Donc il y a des techniques aussi, tous ceux qui travaillent en pub, en communication le savent, là. Mais ça, c'est pas juste maintenant puis c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'avais co-créé la Factory, l'école de sciences de créativité au Québec, de Montréal, qui permet justement, puis là, on reçoit des gens, là, qui sont en emploi, des banquiers, des ingénieurs, des financiers, pour qu'eux aussi, ils essaient de voir un peu les choses différemment parce qu'ils n'ont pas, est une école qui ne devrait pas exister si le boulot était bien fait en aval. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le cas. Mais alors, justement, sur cet aspect de créativité, dont personnellement, je partage complètement l'enjeu, mais moi, le Québec, pour en revenir au sujet du balado, le Québec, c'est vraiment une terre que j'attache à cette notion de créativité. Ouais, mais c'est très montréalais. Je pense qu'on est très réputé. On est très réputé pour être très créatif. On a beaucoup de business qui part dans ce sens-là. On parle du Cirque du Soleil, que et ben voilà. La majorité connaissent, même si là ils sont passés par une phase un peu compliquée. Il y a une grosse conférence mondiale, la C2 Montréal, qui chaque année qui regroupe justement tous les industries créatives dans le monde. Donc on est quand même une province qui est très créative. La raison pour laquelle tout le monde se questionne, le Québec, moi je dis toujours, c'est un beau mélange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On a le côté un peu latin, on a le côté un peu créatif, on a le côté on aime bien voir les choses différemment, puis il y a le côté nord-américain structuré, organisé, rigoureux. Donc ça, c'est un beau mélange où là on est un petit peu les deux. On est un peu foufou, mais pas entièrement. Donc les gens travaillent fort, mais ils vont s'arrêter le midi, puis ça va sortir. Alors que tu vas à Toronto, là c'est business là. C'est plus du tout la même. Puis si tu vas aux États-Unis, c'est encore autre chose. Donc on a un beau mix des deux à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau social, au niveau culturel, on est un bel équilibre entre les deux. Et du coup, vouloir justement, j'allais dire, si ce n'est réinventer, repenser l'école et remettre justement de nouvelles notions au centre du projet, et notamment le projet de la créativité, c'est plus facile à Montréal qu'ailleurs. Parce qu'il y a cette appétence à la créativité. Oui, puis je pense qu'il y a une flexibilité scolaire qui est plus facile qu'en France, particulièrement dans les écoles privées. C'est la volonté de faire les choses différemment, parce qu'on n'a pas un mauvais système scolaire. Et puis, pour faire de comparaison, mais il y a toujours les fameux tests PISA, là, qui classent tous les pays dans le monde. France l'année dernière 26e, 27e, puis ça descend chaque année. Et chaque année, ouais. Et le Québec, on est les à part 2-3 pays asiatiques, là. Après, on sort donc on a un système scolaire qui fonctionne relativement bien, mais à mon avis, pas pour un monde, pour le monde d'aujourd'hui et surtout de demain, qui est en train qui est encore un test qui est basé sur des connaissances, mais elle ne prépare pas notre école actuellement, puis il y a très très peu d'écoles dans le monde qui préparent les jeunes à la société dans laquelle on s'en va. C'est un des points sur lesquels des arguments que tu développes pour soutenir justement cette nécessité de réinventer, repenser l'école, d'oser l'école, pour reprendre le titre de l'essai que tu as coécrit, c'est que
contrairement à ce qui pouvait peut-être se passer il y a 50 ou 100 ans, où on savait grosso modo quels seraient les métiers qu'exerceraient les élèves. Aujourd'hui, pour 80% des élèves, on n'a strictement aucune idée du job qu'ils exerceront une fois qu'ils sortiront de l'école. C'est ce qu'on dit, 2/3 des, je sais plus quoi la statistique exacte là, mais 2/3 des métiers que les jeunes vont faire, ceux qui sont primaires, n'existent même pas. Donc là, c'est même pas qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un paquet de data scientists là, il y a 5 ans, 10 ans, là, il y a beaucoup de métiers qui vont à la fois disparaître et d'autres qui vont être créés, principalement de par les technologies, de par l'intelligence artificielle qu'on a mis, on a mis un peu sur la glace là pendant la pandémie, là, mais ça va repartir. Puis Montréal, c'est la ville de l'intelligence artificielle. On a les meilleurs chercheurs qui sont chez nous là. Puis on voit bien, ça va avoir des impacts majeurs. Puis à l'époque, la technologie a eu des impacts, principalement la robotique, mais la robotique s'arrêtait dans les usines et on voit bien, cherche un ouvrier dans une usine de voiture en Asie, là, il y en a pratiquement pas. Mais là, l'intelligence artificielle va frapper pratiquement tous les métiers, en tout cas va changer énormément. Ouais. Donc ça va aller vers une robotisation. Il y a des métiers qui vont complètement disparaître pour en créer d'autres, mais je te dirais qu'une valeur. Tu sais, à l'époque, quand quelqu'un vissait des boulons sur une roue dans une usine, là, on dit ah merde, il a perdu son boulot. Mais c'était complètement aliénant. Là. Heureusement qu'il faut juste faire en sorte après que cette personne-là puisse faire autre chose, qu'il se retrouve pas sur les bancs de la société parce qu'il s'est pas adapté. Donc justement, l'éducation, la formation va être d'autant plus importante. Il y a une transition qui va se faire professionnelle. Il faut que les élèves préparent ces jeunes-là. Et il va y avoir aussi, on sait, à ces 10-15 ans, là, on parle d'un revenu minimum garanti pour des personnes, comme on a vécu pendant la pandémie, parce que s'ils vont avoir, pour certains, la difficulté à se réenligner. Et puis là, on parle de tous les domaines, là, tu sais, les radiologues, là, c'est l'intelligence artificielle, sont plus efficaces que ils vont avoir un job différent, ils vont analyser au bout de la ligne, et puis ça, il y a des métiers comme ça, là, on parle des chauffeurs de taxi, on parle c'est le classique qui est exemple, mais les avocats, tous les avocats qui font de la recherche, maintenant c'est automatisé. On a le traducteur. Le traducteur aujourd'hui, quelqu'un qui fait une formation de traduction, bonne chance. On a des logiciels là, qui sont extraordinaires. Imagine dans 10 ans la puissance des logiciels. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont complètement disparaître et il y en a d'autres qui vont apparaître, qui vont se créer, qu'on connaît pas. Et donc c'est comment on prépare les jeunes à une société où ils savent pas encore ce qu'ils vont faire, d'où l'importance de développer plus des compétences que des connaissances techniques. Et des compétences fondamentalement humaines, savoir. Puisqu'a priori, c'est ce qui sera plus difficilement remplaçable par une machine. Tout à fait. Par contre, faire un calcul mathématique, fût-il complexe, a priori, on aura du mal à jouer, mis à part quelques chercheurs de grand talent. Et encore. C'est fini, de toute manière. Et même ce qu'on apprend dans les écoles, je vois ma fille qui est au HEC, là. Ce qu'il leur apprend, ça servira à rien parce que les machines vont le faire. Faut le comprendre. Oui, c'est ça. Faut le comprendre. C'est comme la programmation. Est-ce qu'on doit apprendre les jeunes à programmer à l'école? Je dis non, parce que c'est les machines qui vont programmer. Par contre, il faut que les jeunes soient à l'aise, comprennent comment ça marche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, pour qu'ils sachent quoi demander aux machines. Pour programmer. Non, mais comprends comment, c'est quoi le processus, puis en plus c'est des apprentissages cognitifs, la programmation. Donc regarde comment ça marche, à quoi ça peut servir, joue un peu avec. Mais on va pas programmer pour programmer, parce que de toute manière, c'est les machines qui vont programmer. De manière complètement autonome, pratiquement. On voit bien, à l'époque, il y a 15 ans, là, pour faire un site web, là, maintenant, un site web, en 10 minutes, t'en as sorti un. C'est ça. Donc c'est comme, t'as plus un intérêt à apprendre à programmer pour faire un site web. C'est jouer avec les éléments pour faire en sorte que ton site web il sort après un quart d'heure. Donc c'est drag and drop, ça vaut plus rien. Alors que je me souviens, moi qui ai travaillé dans les agences de communication et de marketing, les premiers sites web qu'on a sortis à la fin du XXe siècle, c'était des budgets colossaux, c'était des mois de travail pour un résultat. Si on le regardait aujourd'hui, qu'on se dirait pas mal pitoyable. Et une compétence qui est essentielle aussi, qui va être essentielle, c'est le C de critique. Développer l'esprit critique. Et ça, on est fort en France. Tu vois, si on peut faire une comparaison positive, là, en France, on est fort. L'esprit critique, là, toujours positif. Mais les gens, pour quelle raison,
pour en parler longtemps là, pourquoi on est là-dessus, mais puis là on voit bien avec les fake news, avec à un moment donné là, faut que les gamins comprennent ce qui arrive dans leur fil de nouvelles de réseaux sociaux là, c'est filtré là. Alors ça, moi, c'est l'un de mes développer l'esprit critique. Est-ce qu'on va accepter que les machines nous contrôlent, tu sais, qu'on va rentrer de l'IA dans une voiture là, à un moment donné, la machine déjà il y aura pratiquement plus d'accidents là, mais à un moment donné quand il y a deux personnes qui vont passer dans la voiture pour X raisons parce que ça devrait pas, la machine devrait réussir à communiquer avec le téléphone de la personne, mais bon, il y a un enfant, il y a une personne âgée, il va falloir que nous, on décide qui on frappe là, parce qu'ici on faut frapper. Là actuellement on ferme les yeux, puis on appuie sur le frein, puis adviendra ce qu'adviendra. Pour un peu on dégomme les deux là, mais donc il y a tout un boulot à faire, tout un job à faire au niveau du développement de l'esprit critique, puis il faut le faire à l'école. Faut le faire aussi à l'école. Faut apprendre aux jeunes à collaborer. C'est peut-être le seul bémol que j'allais dire par rapport à la France, où effectivement l'esprit critique, c'est même pas qu'il est développé, c'est qu'il est sacralisé. Enfin, voilà, on le voit d'ailleurs. Nous, il est tellement développé que il y a une mauvaise foi assez exceptionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui à la télévision, on n'invite plus des journalistes, on n'invite plus des chroniqueurs, on invite des polémistes. C'est-à-dire qu'ils, leur métier, c'est d'être critique, quel que soit l'avis de départ. De toute façon, ils auront un avis contraire, ils sont là pour apporter la critique. Mais par contre, cet esprit critique, beaucoup plus compliqué de le retrouver à l'école. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de Céline Calvez, un esprit critique, même constructif. Parce que le sens critique, on le voit souvent de côté négatif, mais la critique est positive. On peut faire une excellente critique sur une pièce de théâtre. La critique à l'école. La critique, c'est parfait, mais amène des solutions. Là. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi? Vas-y, go. C'est bien beau de critiquer, là, mais, ce qui nous amène à la créativité derrière. D'ailleurs, comme ça que tu conclus une de tes conférences, est-ce qu'on va pouvoir apprendre la créativité demain comme on apprend les maths et le français? Pour dire non. Non, faut apprendre les maths et le français en développant sa créativité. C'est ce qu'on va pas donner on peut donner des cours de créativité, mais on va plus donner des cours d'idéation, de méthode. Nous, on le fait à l'école, là, dans différents programmes. C'est savoir qu'à un moment donné, si on veut chercher une nouvelle idée, il y a des façons de le faire. Il y a des techniques de le faire. Puis il faut que les jeunes le sachent, puis il faut que les jeunes jouent avec ça. Mais non, c'est pas, on va pas donner que des cours de créativité. Il faut réussir à développer sa créativité en faisant des apprentissages entre guillemets disciplinaires et en développant aussi la collaboration, la communication, etc. Donc c'est un mix, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qu'il faut développer, qui est important. En parlant justement de créativité, d'adaptation aux nouvelles technologies, t'as coécrit donc l'essai Osons l'IA à l'école, donc on en a parlé à plusieurs reprises. On sort d'une période, et justement aujourd'hui quand on enregistre cette émission, il y a un rapport qui est tombé juste ce matin. On sort d'une période où une bonne partie des élèves ont passé 1 an chez eux derrière leur écran à faire de l'enseignement à distance. On pourrait se dire que l'enseignement à distance, d'une certaine manière, il y a une forme d'avenir, il y a une forme d'entrée de la technologie. Comment tu perçois ça, toi? Quel bilan t'en fais après? Moi, je pense que la pandémie a accéléré un paquet de choses. Si on parle de la télémédecine, là, avant, de faire télémédecine, tout le monde était vraiment frileux, puis on a fait un bond, là, de 5, 6, 7 ans en avance, où on s'aperçoit que, écoute, pourquoi pas? Puis je pense qu'en éducation, c'est pareil. Nous, on est beaucoup là-dedans. Ça fait 15 ans, nous, que nos élèves ont des machines en classe, soit des pads, soit des ordinateurs. Tous nos profs ont des plateformes. Nous, déjà, 2 à 3 fois par année, on faisait des journées en ligne. Au début, on appelait ça des journées carboneutres. On dit, tiens, parce qu'on travaille beaucoup ici sur le développement durable. On dit, tout le monde à la maison. On recommandait même aux parents de rester à la maison, puis pendant une journée, puis on calculait l'empreinte écologique, pas d'autobus, pas de voiture, etc. Puis, donc, on était déjà dans cette dynamique-là. Plusieurs fois par année, on faisait des journées comme ça. Et le jour où on a fermé les écoles au Québec, le 13 mars, c'était chez nous, ça tombait une journée carboneutre. C'était comme drôle. Puis le lendemain, on dit, on va y rester. On va y rester. Donc ça a pris une adaptation. Mais chez nous, on y était prêts. Les profs sont formés. Les profs sont... Ça, c'est un gros défaut des systèmes éducatifs en général. On ne forme pas les profs. Il n'y a pas de système de formation. Donc il y a tout un boulot à faire avec ça. Mais pour revenir à la question, oui, je pense qu'il va y avoir. Je pense que la solution, encore une fois, c'est comme dans tout, à mon avis, c'est un équilibre, c'est un mode hybride. Il y a des choses. Puis dans les prochaines années, on n'y est pas encore. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a des choses qui vont mieux s'apprendre sur des machines qu'en classe. Où là, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas on n'est pas dérangé. Les logiciels vont s'adapter au style de l'élève, lui donner des exercices. En termes d'acquisition de
connaissances. Mais on le dit là, puis je le dis assez fort là, l'école c'est pas juste des connaissances, il faut développer des compétences. Donc là, si on ramène les enfants à l'école, c'est justement pour appliquer ces connaissances pour en faire des compétences et développer les compétences, les fameux 5C là, que là c'est difficile de travailler ta communication ou ta collaboration tout seul chez toi, ça se fait parce qu'on est capable, puis nous on l'a fait beaucoup, hein, on travaille beaucoup nous sur la pédagogie active et on a dit comment on fait pour faire de la pédagogie active à distance. Donc il y a des façons, on peut réunir les enfants, les faire travailler même à distance, on les a fait travailler en collaboration. Donc à mon avis, il y a des choses qui vont se faire à la maison, devant ta machine, tout seul, puis une partie, donc les jeunes ça va peut-être un peu, puis chez les grands, ça va être de plus en plus. Puis quand on vient à l'école, c'est pour faire des apprentissages qui ont du sens. Et je pense qu'actuellement, les écoles ont du mal à fonctionner parce que les jeunes ne voient plus de sens à l'école. Pourquoi je viendrais à l'école pour qu'on m'apprenne les capitales, alors que les capitales, je peux les sortir en 10 secondes sur mon téléphone. Puis ça, c'est mondial. Je fais une conférence en Suisse il y a 2 ans, et eux, ils ont un taux d'absentéisme qui est faramineux parce que les gamins, ils disent à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puis il faut que je me déplace, puis machin, puis je suis en classe, puis je sais que j'arrive pas à écouter, puis en tout cas. Donc parce que ce qu'on vient m'apprendre n'a plus de sens pour moi. Les connaissances qu'on m'apprend, je peux les attraper tout seul. Ils sont comme donc là il y a un enjeu énorme là dans les prochaines années, puis c'est pareil à l'université, avec les fameux MOOC qu'on peut suivre à distance, fait par le top prof de marketing d'Harvard qu'on paye 3 fois rien, qu'on finit par avoir une certification. Il y a des jeunes maintenant qui vont faire 19 MOOC. Ils vont voir un employeur, dit moi j'ai fait ça. Croyez pas, testez-moi. Puis j'ai même un prof de marketing des HEC qui me disait, un étudiant qui est arrivé dans son cours, il dit écoutez, je m'excuse mais j'ai fait votre cours à telle université avec tel prof. Évidemment, c'est pas n'importe quelle université, j'ai eu telle note. Puis, est-ce que je pourrais exempter? Là, ça, c'était le prof, il dit, passez-moi votre examen final. Il a joué le jeu, évidemment, puis on s'entend, c'est un élève motivé, c'est un bon élève. Ouais. Il a cogné un score pas possible, puis prof, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Assieds-toi, puis écoute mon cours. Non. Ouais. Puis, donc de plus en plus, les jeunes vont faire des cours qui correspondent, qui peuvent suivre à n'importe quelle heure, n'importe quand. Nous, au Cégep, on a eu plus de présence dans les cours parce que tout a basculé en ligne, malheureusement. Nous, on voulait les garder. Que quand ils sont là. Parce qu'un cours à 8 heures, il y en a qui disaient, en plus, c'est pas obligatoire. Les gamins se pluguaient à 8 heures sur leur machine, mais des fois, il y en a à 8 heures qui venaient pas en classe. Donc, au final, on avait plus de présence en ligne que des fois de présence physique. Parce que, justement, ils peuvent suivre leur cours plus facilement. Et puis, il va falloir retirer des leçons de ça. Mais moi, la solution, ça va être encore une fois, faire un espèce d'intermédiaire ou d'équilibre entre les deux. Il y a des choses qui ne se font pas en ligne, il y a des choses qui se font très bien en ligne. Puis comment on gère ça? C'est une des idées que tu développais et qui m'ont bien interpellé, où tu disais, moi je schématise et je le dis toujours avec mes mots, mais comme si un peu on marchait sur la tête. C'est-à-dire que, en gros, l'école jusqu'ici, c'était je t'apprends des théories en classe avec le professeur qui est là parce qu'il distille son précieux savoir et tout. Et quand il faut mettre en pratique, quand il faut faire les exercices, t'es tout seul à la maison devant ton cahier. Et ton idée, c'était justement peut-être de basculer. C'est pas mon idée, là, maintenant, c'est quand même relativement appliqué. Et puis même en France, on s'appelle la pédagogie active. On essaye par soi-même, entre guillemets, d'acquérir les connaissances, la théorie, puis quand on essaye par soi-même, c'est-à-dire qu'on écoute le prof en classe qui fait des vidéos, une vidéo, 2 vidéos, un podcast pour qu'à un moment donné, le gamin puisse s'apprendre avec sa méthode. Donc quelqu'un c'est auditif, l'autre c'est plus visuel, et quand il arrive à l'école, c'est pour appliquer ce qu'il a compris. Puis s'il y a des enfants qui n'ont pas compris la théorie, parce que c'est possible, là on va faire des groupes où là le prof va se concentrer avec des élèves qui ont plus de difficultés parce qu'ils ont eu du mal à acquérir la connaissance. Et puis après, là, on va appliquer, parce que l'objectif, c'est faire en sorte que les jeunes apprennent des compétences, pas des connaissances. Des connaissances pour des connaissances, là, en France, on est fort en anglais, hein. Ouais. On est fort en français. On est fort. En anglais, en France, on est fort, en théorie. Ouais. Et quand il faut passer à la pratique, au mode parler, il n'y a plus personne. Donc, on a des connaissances, mais on les a pas développées en compétences. Donc, quand on est en classe, on fait des exercices, on fait des projets, on fait des scénarios, des séances d'apprentissage où là on applique la théorie qu'on a appris au lieu de acquérir la théorie en classe, puis quand on se retrouve à la maison, on fait des trucs, puis là on comprend pas, on a besoin d'aide pour appliquer parce que ça donc c'est l'inverse. Donc vrai enjeu. Puis regarde, c'est de plus en plus appliqué. Il y a des fois
ça fonctionne et des fois ça fonctionne moins, donc faut l'adapter selon les notions aussi, mais c'est vraiment la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Ouais, très intéressant. T'as coécrit trois essais. Le premier s'appelle Osons l'école, des idées créatives pour animer notre système éducatif. Le deuxième, c'est Osons l'intelligence artificielle à l'école. Préparons nos jeunes à la révolution de l'intelligence artificielle. Et le dernier, en 2020, c'est Osons l'école d'après, apprendre de la crise pour innover en éducation. Ma dernière question, c'est à ton avis, quel sera le titre de ton prochain bouquin? Je sais pas s'il y aura un prochain bouquin. Si, là faut pas s'arrêter. Je pense qu'on va certainement faire quelque chose avec le projet de la nouvelle école, parce que on veut que ce soit un projet qui fasse école, ce qu'elle veut dire, parce qu'on veut Sainte-Anne, on a la mission aussi de bousculer un peu le système éducatif pour faire en sorte que ce qui se fait à Sainte-Anne ne reste pas à Sainte-Anne, mais puisse se multiplier, on va dire là. Puis ça commence à bouger, là, surtout au niveau des bâtis, au niveau des classes. C'est plus facile à rénover des classes que rénover sa pédagogie, là. Ça, c'est le sujet, là. Donc, on voit bien que là, déjà, ça bouge un peu plus. Là, le gouvernement a décidé enfin d'investir énormément d'argent pour créer des nouvelles écoles. Des écoles beaucoup plus à propos avec notre temps. Mais comme je dis, c'est bien beau d'avoir une bonne école, mais s'il se passe la même chose à l'intérieur de ce qui se passait dans l'autre, ça donnera pas grand-chose. Ouais, tu refais une super carrosserie de bagnole, mais tu remets le même moteur qu'avant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc oui, je pense qu'on va essayer d'expliquer ce qu'on a fait, surtout la démarche, comment on est arrivé à cette école-là, parce que c'était un peu la conclusion du premier bouquin, Osons l'école. On a fini avec un rêve que je pensais pas matérialiser, puis pour différentes raisons, on a eu l'occasion de dire ok, on la part cette école-là. Puis à un moment donné, et puis à Sainte-Anne, je dirais, c'est une de nos qualités, c'est qu'on pense, on réfléchit, puis on applique. Tu sais, les chercheurs et puis les profs d'université qui font des grandes théories sur l'éducation, c'est bien beau, mais quand ça reste juste des théories, là, ça donne pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique. On applique, puis donc là, on a créé un projet éducatif qui est très avant-gardiste. On a mis 2 ans à le faire. Là, j'ai des profs qui sont sortis de classe depuis 2 ans qui se concentrent là-dessus. Et on construit un bâtiment qui est en phase avec ce projet éducatif-là. Donc, qui s'adapte. C'est pas un projet qu'on rentre dans une école, là, c'est l'école. On construit une école pour s'adapter au projet éducatif. Et donc, peut-être qu'on va justement écrire un petit peu cette démarche, puis on va vivre cette école-là entre ce qu'on écrit aujourd'hui puis ce qui va y vivre. Elle va évoluer, elle va changer, parce qu'on se dit ça, on pensait ok, on va l'adapter, ça marche moins bien que. On est dans l'expérimentation, mais avec 160 ans d'expérience. Parce que les parents, c'est ça actuellement, les parents là. Puis là, au Québec, on fait des processus d'admission pratiquement 10 mois avant d'entrer dans l'école. Donc l'école va ouvrir en août 2022. Donc à l'automne, on est dans le processus d'admission. Donc les parents disent je viens à Sainte-Anne, oui parfait, mais j'ai 2 choix d'école. J'ai à la Chine ou à Dorval. Laquelle choisir? C'est comme actuellement là, puis c'est pas facile pour eux. C'est un choix qui est ça va être intéressant. Bah oui, c'est sûr que oui, et il y a matière à faire au moins un bouquin. Hein. Puis suivre après, parce que justement on va se faire nous suivre avec des équipes. On a déjà des équipes de chercheurs universitaires qui veulent justement, étant donné qu'on a une clientèle qui va se ressembler entre guillemets, quel va être l'impact des deux approches. C'est pas les 2 approches, parce que ce qui se fait à Dorval, oui, va différent à la Chine, mais ça part de vision de ce qu'on fait ici. Donc, on va voir l'impact, puis c'est sûr, la cloche va disparaître. On n'a plus de cloche là-bas. On fait pratiquement que des apprentissages multidisciplinaires, interdisciplinaires. Le calendrier scolaire va être plus court l'été, parce qu'on sait que maintenant, puis ça a crié beaucoup pendant la pandémie, parce que les fameux chercheurs qu'on n'entendait pas là, ou qu'on faisait pas entendre. Oui, qu'on ne voulait pas entendre. On disait, faut pas qu'il y ait 3 mois sans apprentissage, là. Mais pourquoi on accepte que l'été, il y a un plus de 2 mois, pendant qu'on ne fait rien? Et puis on s'entend, là, ça, c'est parce que les enfants, à l'époque, allaient dans les champs pour aider les parents pour les récolter ça, là. Tu sais, avoir 6 semaines de break, c'est bon. Avoir 10 semaines, des fois, hein, c'est contre-productif. Dans les familles, je dirais, aisés entre guillemets, les gamins vont continuer à aller, il va y avoir une certaine des musées, les vacances, mais il y en a d'autres là, ils ne font strictement rien. Donc on repart en septemembre avec 2 mois de retard. Donc là dans cette école-là, l'été est un petit peu raccourci, on va redémarrer le 15 août, puis on va avoir des vraies pauses dans l'année, qui est un peu le système français qui est très bon par rapport à ça, pour respecter le rythme d'apprentissage. On travaille fort, on arrête 2 semaines, on démarre, on arrête 2 semaines, alors qu'ici au Québec, vous commencez le 27 août et les prochaines vacances, c'est le 21 décembre.
Il n'y a rien entre les deux. Nous, on a institué à la Chine déjà une semaine de relâche à l'automne, une en mars, une en avril, ce qui est pas propre au système québécois. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que j'ai vu ça avec la petite, au niveau des vacances. Là, dans cette nouvelle école, ça va être ça. On respecte aussi, on sait maintenant que les ados ont besoin de dormir plus tard le matin. Et ça, on le sait, ça s'est prouvé encore scientifiquement. Essaye pas de coucher un ado à 9h, il ne dormira pas à 9h, il va s'endormir à 10h30, 11h, il va se réveiller à 7h30, 8h. Donc là, cette école-là va démarrer plus tard, va démarrer à 9h, 9h15, 9h30, pour finir un peu plus tard, 16h, 16h30. Donc toute cette école-là, et ça soit sur des recherches, parce que justement les parents disent c'est expérimental, à Sainte-Anne, on a ouvert une école primaire qui fonctionne super bien, les gens se l'arrachent, on n'avait aucune expérience. C'est au secteur primaire, on a ouvert un cégep, on n'avait aucune expérience au niveau des cégeps, puis on est le cégep actuellement avec le meilleur résultat. On offre une deuxième école secondaire avec 160 ans d'expérience en secondaire. Donc je dis pas de panique. Ça va aller. Ça va aller. On va pas faire n'importe quoi. Vos enfants seront pas des cobayes, bien au contraire. Mais c'est ça aussi qui est passionnant avec tout ce que vous menez ici au Collège Sainte-Anne, c'est que tout est documenté. Ouais. C'est-à-dire que toutes les expérimentations, tous les tests, déjà tous les projets sont écrits, sont pensés, sont argumentés. On partage. On veut influencer le système. On veut aider entre guillemets. Là, puis on offre beaucoup de formations nous aux profs. Puis on l'ouvre à tous les profs. Là, c'est pas juste pour nos enseignants. C'est vraiment on veut partager. Et puis je dis, on a des gens qui viennent nous visiter. Et puis cette école-là, j'ose croire qu'elle va être très visitée parce que on espère qu'elle va faire un peu bouger le système. Là, parce qu'on est actuellement dans le monde, on a les pays scandinaves qui sont très en avance. Puis après. Puis il y a plus grand monde, Singapour. Mais après, on est encore dans la même dynamique. Puis on essaye. Puis. Mais c'est ça que je trouve passionnant parce que cette capacité à faire évoluer quelque chose d'à la fois aussi fondamental. Mais donc on sait que dès qu'on touche à des choses fondamentales, il y a toujours un réflexe assez pavlovien de se dire rien changer parce qu'il y a peut-être plus à perdre qu'à gagner. Arriver à le faire changer. Alors moi là, j'arrive aujourd'hui, je passe la porte d'un bâtiment, d'un monument historique et dépasser une fois la porte passée, je suis en plein esprit start-up. Mais j'imagine qu'évidemment ça s'est pas fait en 2 mois. Non, ça s'est fait. Ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Puis dans le premier bouquin, on l'explique un petit peu, puis on parle de nos embûches, les choses sur lesquelles on a merdé, les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est pareil, l'intégration des technologies, l'école dont je te parlais en France, là, ils ont commencé à vouloir intégrer. Je dis, un instant, là. Est-ce que ton système déjà tient la route, là? Parce que si tu commences à mettre des machines entre les mains des profs, puis ça marche pas, tout de suite, ça va être, ça marche pas. Donc, il y a toute une démarche, puis ça, on l'a fait, on l'a testé, on est capable d'aider, puis, l'intégration des technologies en France, là, on n'y est pas encore, là. C'est fou, là. Au Québec, on y est pratiquement dans la majorité des écoles. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour en France pour intégrer les technologies? Il y a encore des profs qui pensent que c'est un jeu, ça dérange, ça donne rien. J'imagine que tu dois te battre avec quand même des freins de tout niveau, des parents, du corps enseignant. De moins en moins. Ça a été au début pour la fameuse faire un parallèle, la fameuse semaine de vacances qu'on avait mis à l'époque au mois de novembre. Là, les parents, les profs, puis là, il n'y a plus personne qui veut toucher à cette semaine-là. Donc, déjà les parents savent où ils s'en vont. Oui. Ça qui est dans le Sainte-Anne, donc il y a des choses qui vont être différentes. Ça, il le voit très vite parce que dans la première conférence que j'ai vue de toi, c'est toi qui présentes pendant 25 minutes et c'est une conférence que tu as fait au collège Sainte-Anne. Devant les parents qui veulent faire rentrer leurs enfants parce que chez nous on a beaucoup de. Je vous décris la scène. Tu arrives sur scène, t-shirt noir. Oui, mais hasard. Mais t-shirt noir, pas de veste, ancien prof de sport, donc plutôt fit, bien, et 25 minutes où on va bousculer un petit peu tes acquis, et c'est vraiment une conférence TEDx. Après, t'en as fait d'autres, des conférences TEDx, mais c'est on y va, on prend pas forcément de pincettes. Tout ce que tu viens de nous dire là au cours de l'émission, c'est dit avec force et tout. On peut pas sortir de ces 25 minutes en ne sachant pas ce que va nous proposer le Collège Sainte-Anne pour nos enfants. On y va en pleine connaissance de cause. Et le résultat, c'est que tu parles de vision. Mais on y est. Ce que je dis, nous ne retrouvons pas forcément à 100% à l'école parce qu'on est en transformation. Mais la vision, elle est là, la direction, elle est là, puis ça va se faire. Puis je te dis, le déclic qui s'est passé à Sainte-Anne parce que au Québec, à Montréal, on a les fameux palmarès des écoles où chaque année,
On fait des palmarès du 1er au 465e qui n'est basé que sur les résultats des élèves dans 5 examens en 4e et 5e année, donc chez les grands, en maths, en français, en histoire, etc. Donc on classe les écoles avec ça, qui est complètement ridicule. On peut pas dire qu'une école est bonne parce que les élèves ont des bons résultats. Surtout les écoles privées, pour certains qui font une sélection, on s'entend. Oui. Mais le jour où, malgré toutes nos approches pédagogiques différentes, on est sorti premier ou dans les premiers, là les gens disent là, non seulement ils font les choses complètement différentes, mais il se passe un truc. Les connaissances sont acquises parce que ce sont des tests que de connaissances, on s'entend. Donc les connaissances, alors là ça fait là on a commencé à dire ils sont peut-être pas fous ceux-là. Donc là il y a eu un déclic chez les gens en disant OK, ils font des approches pédagogiques là, ça va pas donner grand-chose, les gamins ne doivent rien apprendre, mais là c'est fait là. OK, ça il y a quand même des résultats. C'est là, je pense, ça a changé. Puis on a vu le sérieux de ces approches-là. Les élèves arrivent pas ici le matin, ils savent pas, ils vont faire ce qu'ils veulent pendant la journée. Là, on n'est pas du tout là. Ouais. Puis pour le coup, moi, j'imagine que ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, qui a forcé tout le monde à changer ses certitudes, ses acquis et tout, va peut-être aussi un petit peu aider. Non? Oh, je te sens sceptique. Alors moi, je l'ai vu. Tu parlais tout à l'heure de l'approche de la technologie. Le télétravail, on sort un petit peu, mais moi le télétravail c'est un espèce de serpent de mer dont j'entendais parler en France pendant 15 ans. Tous les gouvernements voulaient développer le télétravail, personne ne savait comment, il y avait 0 projet et tout, il fallait juste développer le télétravail. Et il y avait beaucoup d'employeurs qui avaient un frein assez monumental sur l'idée même du télétravail. Boum, une pandémie, pas le choix, en 48 heures, tout le monde se retrouve en télétravail. Il a à peu près fallu 2 semaines pour que tout le monde commence à comprendre comment fonctionnait Zoom, Teams ou les trucs comme ça. Et je me souviens très bien, après le premier confinement, mon patron de l'époque, qui pourtant était plutôt, j'allais dire, assez conformiste, quoi. Voilà, qui m'a dit lui-même, dis donc, Jean-Michel, en fait, le télétravail, ça a bien fonctionné, non? C'est pas plus efficace. C'est pas mal plus efficace. J'ai l'impression que les gens étaient plus heureux. Et du coup, là, mon bureau que je loue à Prix d'Or, Faubourg Saint-Honoré, je me demande vraiment à quoi ça sert. C'est clair. Pas à grand-chose. En France, quand t'arrives, tu fais le tour des collègues, t'embrasses tout le monde, ça prend déjà une demi-heure. T'as la pause café, tu vas luncher 1h30, 2h. Là, t'es à la maison, puis t'as pas tout ça, donc quelque part. C'est ça. T'es obligé, puis au moins, tu commences à bosser à 17h, sinon. Et tu rentres pas chez toi à 20h. Donc, oui, non, je pense que ça va, il y a des choses qui vont rester, c'est clair. Entre autres, je parle du télétravail. Mais au niveau de l'école, je pense qu'on s'est rendu compte que l'école est essentielle. C'est un besoin essentiel. Je pense que le bon côté, c'est que les parents ont dû apprécier ce que faisaient les profs, parce qu'eux, ils avaient du mal avec 1 ou 2 enfants. Quand les profs en ont 30 en classe, là, ils ont dit, c'est vrai que la santé est essentielle, l'éducation est essentielle. Donc là, au moins, il y a une prise de conscience qui s'est faite par rapport à ça. Maintenant, ce qui va se passer en classe demain matin, même si on s'est dit, la technologie est importante, est-ce que on va voir en France rentrer la technologie alors moi je sais pas comment c'est, mais vraiment j'espère, parce que je me souviens toujours après ce premier confinement. Alors j'avais vu que c'était très différent d'une école à une autre, une école publique, mais ça dépendait carrément à chaque fois du prof ou du directeur d'établissement. Tout à fait. Et nous, bonne pioche, franchement les profs que ma piote avait, mais se sont décarcassés comme c'est pas possible pour trouver des solutions, t'imagines. L'idée du prof qui en gros a préparé ses cours une fois en sortant de l'université et qui les touche pas pendant 10 ans, alors là plus possible d'avoir cette image d'Épinal. Ils se sont vraiment défoncés pour essayer de proposer quelque chose aux gamins avec peu de moyens. C'était franchement du bricolage, mais ça a bien marché. Les gamins ont accroché, et je suis à peu près persuadé dans cette école Henri Barbus à Malakoff que de la crise sortira quand même quelque chose, et que cet apport technologique, ils vont essayer de le garder. Tout à fait. En partie. Voilà. Tout à fait. Mais tout le monde s'y est pas mis. Ça, c'est sûr. On avance avec ceux qui veulent. Hugo, les autres finiront bien par nous rejoindre. C'est sûr. En tout cas, si vous venez ici et que vous voulez inscrire vos enfants, sachez que nous sommes dans le quartier de La Chine, qui a un nouvel établissement, et à Dorval, qui est déjà, et un nouvel établissement qui s'ouvre à Dorval. Et les places sont limitées, les amis, donc faites attention. Voilà, prenez-y-vous très très en avance, et ça cartonne. Hugo, je te remercie énormément. Plaisir. C'était un vrai plaisir. Faut que je te libère parce que tu as un 4e bouquin à écrire. On va commencer à sortir l'école de terre. Et à co-écrire. Et surtout sur le site, sur les commentaires de ce podcast, une fois de plus, vous allez retrouver toutes les coordonnées pour regarder les vidéos d'Hugo.
À chaque fois, c'est 20-25 minutes, mais voilà, vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant. Et vous avez aussi accès à toutes les références qui vous permettent d'avoir Osons l'école, Osons l'IA à l'école et Osons l'école d'après. Nous étions aujourd'hui au Collège Sainte-Anne à La Chine. Merci beaucoup, Hugo. Plaisir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.